Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cybersecurity Coalition, podcast mensuel dans lequel j'interviewe des personnalités du monde de la sécurité en ligne. Je suis Alexandre Pluvinage, animateur de votre podcast. Aujourd'hui, nous sommes dans le second épisode sur le Ransomware Incident Response Playbook qui a été créé par les spécialistes de la Cybersecurity Coalition et nous allons revenir sur les attaques de ransomware et plus particulièrement sur les 6 étapes essentielles, à savoir Prepare, Identify, Contain, Eradicate, Recovery and Lessons Learned. Et on va partager encore plus de recommandations pratiques, que ce soit des premiers signes de l'infection à l'isolation des systèmes en passant par la communication interne, la restauration et l'analyse post-incidente. Sachez que nous avons dans le précédent épisode présenté le guide, nous n'allons pas revenir dessus, aujourd'hui nous allons plonger dedans. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous recommande plutôt d'aller l'écouter d'abord, ce qui vous permettra de mieux comprendre les différentes parties dont nous allons parler maintenant. Et je retrouve mon invité de l'épisode précédent, Arnaud Rosette, qui est Security Operations Engineer chez NRB et qui représente le Focus Group qui a créé ce playbook. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Moi ça va très bien. Bah super, t'as eu des retours depuis le premier épisode déjà? Bah oui, je pense que ça donne pas mal, hein, forcément avec l'audience qu'on a, maintenant on est capable d'avoir des retours et donc c'est vraiment très, très positif, hein, pour notre travail. Super, eh ben, écoute, on va directement commencer avec la première étape, prepare. Je sais que c'est celle que tu préfères. C'est aussi celle qui m'intéresse parce que finalement, enfin on le sait, hein, mieux on est préparé, plus vite on réagit. Et plus vite on réagit, moins les conséquences sont graves. Est-ce que tu confirmes ça aussi, toi, dans ton expérience personnelle ou professionnelle? Alors bah, c'est très bien, tu as tout résumé, je ne peux qu'aller dans ce sens parce que si je devais choisir une des 6 phases, c'est vraiment sur celle-là que j'essaierais de mettre l'accent. Bien souvent elle est oubliée malheureusement et bien souvent nous en tant qu'incident responder, on nous contacte souvent quand il est trop tard. Alors, Mhm. justement, je voulais mettre l'accent sur cette phase qui est absolument importante parce que c'est à ce moment-là qu'on peut capitaliser, en fait, et qu'on peut réduire drastiquement, en fait, le temps de réponse, sur les incidents. Mhm. Notamment avec des choses qui sont assez simples, hein. Donc, il y a sur le playbook qui peut aider, mais il y a aussi, des contrôles de sécurité qu'on peut mettre en place. On peut aussi, clarifier tout ce qui est, communication interne parce que bien souvent, quand on est confronté à l'accident, beh, on ne prend pas les bonnes décisions. Tandis que si Mhm. justement c'est déjà documenté et que les personnes savent de quelle manière elles doivent communiquer ensemble, c'est beaucoup plus simple. Tu sais, moi, je donne des formations aussi en entreprise et surtout à la direction. Parce qu'ils se rendent pas toujours compte de l'importance de la réaction rapide. Je le disais, plus on réagit vite et plus les conséquences peuvent être maîtrisées. Ça ne veut pas dire qu'on va tout empêcher, mais on aura peut-être des conséquences moins graves. Euh, mais c'est vrai, et tu l'as un peu évoqué là, il est aussi important de s'entraîner, de se préparer. Clairement, quand le ransomware arrive, c'est une des angoisses que vivent les entreprises et certainement la direction de l'entreprise. Si je ne sais pas comment réagir, mes premières actions, ma première réaction pourrait être plus dommageable pour l'entreprise. À l'inverse, si je me suis entraîné, si je sais que voilà, on m'appelle, il y a un ransomware dans l'entreprise en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, vous prenez le playbook, hein, page numéro un, et puis on se réunit, on sait où est-ce qu'on va se retrouver, on sait avec qui, on a tous les numéros de téléphone. Je reprends un exemple de quelque chose que moi j'ai vécu parce que j'étais en contact avec eux. Mais un des premiers hôpitaux en Belgique qui a été attaqué par un ransomware, ça remonte maintenant à plusieurs années. Quand on a appelé, enfin, quand le responsable IT a appelé le directeur de l'hôpital pour lui dire ils avaient un ransomware, ils étaient un peu perdus et surtout, il dit: «Bon, bah, alors qui on doit appeler?» «Bah, écoute, tu un tel et une telle». OK, sauf que les numéros de téléphone sont sur mon ordinateur et l'ordinateur, il est bloqué. Donc se préparer, c'est aussi avoir un genre de document, qui regroupe, bah, les noms des gens à avoir, un numéro de téléphone, peut-être c'est à savoir s'ils ont un portable personnel ou un labo ou une tablette qu'ils vont pouvoir amener pour pouvoir travailler. Savoir sur quelle plateforme communiquer aussi, parce qu'on a des employés et il faut les prévenir. On a des clients. Dans l'hôpital, par exemple, ils ont des patients. Pour reprendre aussi quelque chose qui s'est passé, au Luxembourg et c'est un peu plus récent, mais je sais que les équipes soignantes ont créé une page Facebook, alors fermée, protégée, mais pour pouvoir communiquer. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de communiquer à l'intérieur pour que les aides-soignants puissent savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, pour pouvoir continuer à traiter les patients. Et ça, effectivement, c'est dans la préparation qu'on va décider ce genre de choses. Quand on le fait après, on peut, mais on perd du temps. Mais pour toi, là, aujourd'hui, là, j'ai une question parce que est-ce que tu pourrais me donner
les 3 actions préparatoires les plus impactantes, les plus importantes aujourd'hui quand une entreprise se retrouve bloquée par un ransomware? Alors, déjà, on peut commencer par faire un inventaire des contrôles, donc des contrôles qu'on souhaiterait mettre en place et ceux qui sont manquants dans l'organisation. Ça peut être des choses, assez simples, par exemple, comme, je pense pour le cas ransomware, c'est tout ce qui est sauvegarde. Sauvegarde, c'est très, très important parce que le ransomware, son objectif principal, ça va être de mettre à mal la disponibilité des données. Donc si on a des sauvegardes qui sont résilientes, on va pouvoir facilement être soi-même résilient face à ce type d'attaque. Et des sauvegardes qu'on va tester évidemment, parce que c'est souvent un truc que je vois Oui, oublier dans les entreprises. Je dis: «Vous avez des sauvegardes?» «Oui, oui». «Vous avez déjà testé le fait de remettre en place un ordinateur ou d'aller chercher une donnée?» Non». tout à Testez fait, ouais. avant, on ne sait jamais. Ça, c'est un très bon point et des fois, quand on est confronté à la situation, on se dit: «Oui, oui, j'ai des sauvegardes» et en fait, la sauvegarde n'est pas à tech parce on n'est pas habitué à faire ce type de procédure, de restore procédure, surtout des fois de manière assez large, hein, si l'incident est très impactant et donc c'est là où il peut avoir des soucis. Et la segmentation du réseau, je sais que c'est important, mais parle-moi un peu de ça, s'il te plaît, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui comprennent pas ce que c'est et en fait, en quoi ça peut les sauver finalement. Mais la segmentation du réseau, on va essayer de mettre en place des contrôles qui vont justement freiner la progression de l'attaquant. Pour prendre, un exemple peut-être plus parlant, si on a une maison en fait et que le seul point de contrôle c'est la porte d'entrée, après c'est très facile d'aller dans toutes les autres pièces s'il y a pas d'autres points de contrôle, s'il y a pas d'autres clés qu'il faut utiliser pour aller, atteindre ses objectifs. Et donc ici, dans le réseau, c'est pareil. On va essayer de mettre des barrières, donc ça veut dire isoler les systèmes qui ont des niveaux de criticité, par exemple, différents ou des niveaux d'exposition différents, de telle sorte que si un attaquant passe la première porte, il a encore toujours beaucoup de mal à passer les secondes et Mmh. troisième portes. On peut prendre un peu l'exemple aussi du sous-marin finalement, où toutes Oui, les zones c'est un bon sont exemple aussi. fermées en permanence et si jamais il y a de l'eau qui rentre quelque part, elle va pas aller partout. Mmh. Oui, tout à fait. Donc tu as parlé des contrôles de base, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors en plus des contrôles techniques, on va dire, il y a aussi tous les aspects de communication, donc avoir une communication interne claire, avec des rôles et responsabilités qui sont bien définis. Aussi des modèles qui sont prêts à prouver, notamment en termes d'escalade. Quand est-ce qu'il faut, appeler les niveaux supérieurs? Quels sont les départements qui doivent être concernés en fonction du niveau de crise? Tout ça est absolument important de définir justement en amont. Sinon, on crée juste du chaos quand on est confronté à l'accident et qu'on ne sait pas comment réagir. Et enfin, bah, peut-être le dernier point, qui est aussi, essentiel, c'est d'avoir des processus qui sont, documentés, qui sont connus et qui sont testés. Et documenté, pas uniquement sur l'ordinateur des gens, mais il faut avoir une copie papier ou à la limite sur son téléphone portable. Parce que si je ne me trompe pas, quand il y a un ransomware dans l'entreprise, les appareils mobiles ne sont pas infectés. Parce qu'ils sont sur un autre système, ils sont sur un autre OS. Et en général, il n'y a pas trop de risques, mais il faut l'avoir sur soi et, j'ai envie de dire, tout le temps. Parce que ça peut arriver, un week-end quand on est à un café, avec des copains, on est en train de boire un coup et le ransomware arrive. Si j'ai pas mon document, que je dois courir à la maison pour savoir ce que je dois faire, c'est embêtant. Oui, bah, ça soulève la question aussi quand on fonctionne dans un mode normal d'opération, on prend pas mal d'hypothèses parce qu'on prend les hypothèses qu'il y a tout un tas de choses qui vont toujours fonctionner. Or, quand on est confronté à un incident, bah, justement, il faut essayer de déconstruire un peu ces hypothèses et de se dire: «Bah, je vais avoir des canaux aussi de communication qui sont, des canaux de backup qu'on va pouvoir Mmh. utiliser en cas de crise», mais aussi pareil pour la documentation et pour tout un tas d'autres systèmes qui sont critiques. C'est qu'est-ce que je fais si mon système central ne fonctionne plus, mon système primaire pour la documentation, pour assurer peut-être tel service aussi, à mes clients, à mes patients, et donc tout ça, il faut avoir des solutions qu'on pourrait dire alternatives qui permettent justement temporairement, tant qu'on n'a pas restauré nos systèmes, de pouvoir continuer à fonctionner. Et alors, on s'est préparé le mieux possible et puis malheureusement, paf, ça arrive. Il va falloir identifier l'incident parce que c'est la première chose. On peut dire: «J'ai un ransomware». Oui, mais comment est-ce que je vais identifier que j'ai un ransomware? Quels sont les premiers signaux typiques? Alors le premier, on va dire le coup classique que tout le monde connaît, c'est, le fameux pop-up ou la ransom note qui est déposée sur, un ordinateur de bureau ou sur un serveur. Alors on se connecte, généralement, un lundi matin ou en retour de vacances, c'est encore mieux et alors là, on a quelque chose d'assez terrifiant qui apparaît devant nous et qui nous bloque complètement, en fait, parce que les systèmes sont inopérants. Mmh. Donc ça, c'est une 1re façon de le détecter, assez simple. Donc je vais parler de la ransom note. La ransom note,
C'est un terme un peu barbare, pour dire que c'est un message qui nous invite simplement à payer généralement en bitcoin, La demande de rançon finalement. oui, c'est ça. Ça peut être aussi des fichiers, qui sont aussi disséminés, sur des shares par exemple, ou alors des remontées d'utilisateurs qui pourraient, contacter par exemple le helpdesk pour, signaler qu'il y a des systèmes qui ne fonctionnent plus. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas le premier réflexe si, par exemple, j'ai un problème avec un fichier, d'abord de prévenir l'IT, mais il faut préparer ses employés, il faut les former à ça. Et deuxièmement, si j'appelle le helpdesk, ils vont peut-être pas tout de suite non plus penser à un ransomware finalement. En tout cas pas à la première personne. S'ils ont 15 appels en 10 minutes, peut-être, mais ça veut dire former aussi et les employés et le helpdesk. Ouais, oui. Avoir des personnes qui sont justement formées à identifier et se dès les premiers signes et même si c'est pas des experts en cybersécurité, c'est quelque chose qui va permettre à l'organisation d'avoir un temps de détection, en fait, d'identification de la menace qui est beaucoup plus court et Mhm. en fait, quand on est confronté à ce genre d'incident, le temps compte forcément et au plus on va pouvoir le réduire et au moins il y aura d'impact sur l'organisation. Donc former les gens, c'est absolument essentiel. Oui, c'est ça. Mais alors à quel moment je vais remonter l'information à la cellule de crise ou finalement au management? Mais alors c'est si on a réussi à identifier que ce n'était pas un faux positif, c'est quasiment immédiat. Parce que le ransomware, c'est quelque chose de très, très, contagieux. Donc il faut que directement ça remonte d'un niveau au minimum, qu'il y ait une cellule de gestion de crise qui soit, formée pour pouvoir piloter, et contenir le plus rapidement, cette menace. Et j'ai envie de dire, quelle est la première réaction? Est-ce que je débranche les PC? Est-ce que je les éteins? Est-ce que je fais quoi en fait? Bah, la première réaction, c'est tout simplement de pouvoir, créer un ticket, donc pouvoir, formaliser le fait qu'il y a un incident. Une fois qu'on a ça, alors on va pouvoir, ça va être le déclencheur au sein de l'organisation de toutes les procédures et processus qui sont mis en place justement pour, intervenir dans pareille situation. Et par contre, tu disais qu'il faut éteindre la machine, ça je déconseille totalement. C'est ça. Non, non, mais je connais la réponse, mais je te la pose quand même. Mais, parce que ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut surtout pas éteindre les machines et même si c'est des laptops, il faut les brancher pour être sûr qu'ils continuent à tourner, pour être sûr de garder les traces du ransomware et tu me corriges, hein, si je dis une bêtise, tu es beaucoup plus spécialiste que Ah moi, non, tout à heu, fait, ouais. mais surtout de pas l'éteindre parce qu'on risque de perdre des informations. En revanche, ne pas l'utiliser et pour ceux qui n'auraient pas encore, hein, si c'est le matin et qui ne seraient pas encore arrivés, on parlait de communication tout à l'heure, prévenir tout le monde de ne pas mettre en route sa machine pour ceux qui sont pas encore mis en route parce que peut-être qu'elles sont pas infectées. Ou en tout cas, peut-être qu'il s'est pas déclenché sur cette machine, ce qui est encore autre chose. Normalement, elles sont infectées puisque on sait que les ransomware, ils vont d'abord aller chercher à infecter un certain pourcentage du réseau avant de se déclencher. Il est possible que le ransomware soit déjà là, mais n'ait pas explosé finalement. Oui, donc ce que je peux recommander, c'est simplement de déconnecter sa machine, de tout réseau. Donc Mmh. Ouais, éteindre le Wi-Fi, débrancher son câble réseau, mais la laisser bien allumée. Ça permettra de conserver toutes les évidences dont on a besoin pour faire l'analyse après. ouais, ouais. Et je vais challenger un truc que tu m'as dit parce que tu me dis: «Oui, créer un ticket, comme ça vous avez toute l'information». Oui, mais sur quoi? Parce que le réseau, il est mort. Bah, ça dépend de où on en est dans l'affection, donc dans l'impact. Si on a toujours ces moyens de communication ou son outil de ticketing, alors oui, on les utilise. Maintenant, s'ils n'existent plus, effectivement, alors là, il faut qu'on soit formé et qu'on ait des canaux de communication alternatifs pour pouvoir déclencher. Mais il est vraiment essentiel de déclencher, en tout cas, ces processus. Mmh mh. Et Mmh. et ça doit être préparé forcément. C'est ça. OK. Et à ce moment-là, bon, j'ai préparé, j'ai identifié, j'ai averti l'équipe qui s'occupe de la gestion de crise ou en tout cas le département IT. Est-ce qu'on va pouvoir, déterminer le variant du ransomware à ce niveau-là et comment est-ce qu'on va faire finalement? Parce qu'on va peut-être avoir besoin de ça aussi pour pouvoir décider de quel type de résolution on va mettre en place. Pour identifier de quel type de ransomware il s'agit, on a soit la ransom note. Simplement sur base de la ransom note, il y a des outils qui nous permettent de savoir de quel type de ransomware il s'agit. Si dans notre organisation, on dispose d'un département CTI ou Threat Analysis, alors il faut les solliciter pour que eux se penchent sur la question et puissent nous apporter de l'intelligence par rapport à ce type de menace. Et enfin, on peut aussi citer, il y a ces initiatives qui sont, accessibles au public, qu'on qui sont No More Ransom ou ID Ransomware. Donc je vous invite, si vous êtes confronté à ce genre de menaces, à aller sur, ces ressources-là, ou ces ressources qui sont disponibles en ligne et elles vont vous permettre justement de savoir, d'une part, quel type de ransomware il s'agit et d'autre part, s'il existe des clés de décryption, par exemple, pour le ransomware.
Est-ce que tu recommandes d'aller chercher de l'aide à l'extérieur? Par exemple, le CERT.be, d'aller chercher de l'information, en dehors de l'organisation aussi? Parce que j'ai envie de dire, c'est pas facile de gérer ça tout seul, à moins d'être une très grosse organisation qui est très bien préparée, qui a déjà des process qui font que, bah, on sait étape 1, 2, 3 et on avance. Où est-ce que je trouve de l'aide si j'en ai besoin? Donc comme tu l'as très bien dit, à part si on a une très, très grosse organisation qui a les moyens de justement de gérer ça soi-même, il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide parce que, pour bon nombre d'organisations, en Belgique, mais aussi ailleurs, on n'a simplement pas les ressources, en fait, et donc on va prendre des mauvais choix. Donc où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide? Bah, il y a déjà, le CCB avec son CERT qui peut fournir de l'aide, mais on a aussi, des organisations, privées, bah, comme la mienne ou comme plein d'autres organisations qui sont au sein de la Cyber Coalition, qui peuvent aider justement. Donc j'invite vraiment à pouvoir prendre contact avec, ce type de prestataire, pour aider l'organisation. Absolument. Maintenant, on sait que beaucoup d'entreprises, des PME, plutôt de taille modeste ou moyenne, vont externaliser les services informatiques, hein, avec lesquels ils travaillent. Ils ont décidé de faire le choix de ne pas avoir d'IT spécifiquement. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes dans les discussions? Parce que ça, c'est aussi un truc que quand je vais en entreprise et que je discute avec la direction, ils sont rarement informés ou ils ont rarement mis dans leur contrat des clauses de réaction, de savoir même comment est-ce qu'ils vont réagir. Est-ce qu'ils sont préparés? Parce qu'il y a une grande différence, et tu le sais, hein, et dans les grosses entreprises, ce sont deux départements différents, entre l'IT, celui qui va faire en sorte que le réseau fonctionne, que les données sont accessibles et que les programmes dont j'ai besoin sont installés et mis à jour, et l'équipe qui va s'occuper de la sécurité. Ce sont 2 spécialités différentes aujourd'hui. Si je travaille avec une boîte externe, qui fait de l'IT en particulier, hein, pas spécialement du suivi de cybersécurité, qu'est-ce que tu recommandes de mettre dans le contrat, de discuter avec eux, à quel moment? Pour être sûr que si demain ça m'arrive, bah, ils soient là pour m'aider. Ce que je recommande de vérifier, c'est s'il est possible, soit qu'en interne, elle ait ses capacités justement de réponse à incident, donc avoir, accès à ce qu'on appelle un CSIRT, Computer Security Incident Response Team, soit en interne, soit via de l'aide extérieure. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui peut être, soit vérifié au niveau des contrats, soit, une question qu'on peut poser à son prestataire et en discuter. Ce qu'on peut aussi voir, ce qui est inclus dans les contrats, c'est aussi tout ce qui est cyber insurance. Maintenant, ça se développe de plus en plus. Donc c'est quelque chose aussi qu'on sait aller vérifier dans les contrats. Est-ce que vous êtes assuré contre le risque cyber? Ou Mmh. est-ce que je suis assuré contre le risque cyber? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut vérifier chez soi en interne. OK, et peut-être partager le playbook avec eux s'ils font ma sécurité informatique, enfin, ils font mon informatique, qu'ils fassent aussi ma sécurité finalement. Oui, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire ne leur donner et dire: «Tirez votre plan», c'est le lire, le comprendre, me préparer et discuter avec eux. Ça peut être aussi un très bon point pour aborder, ces discussions, hein, tout à fait. On pourrait reparcourir le playbook ensemble avec son prestataire et voir si à certains moments il y a des manquements, il y a des choses qu'il faudrait modifier, revoir, et ça permet aussi de s'approprier alors ce playbook, et c'est tout l'objectif de ce playbook, c'est que les organisations puissent se l'approprier. Super, mais alors donc on a parlé de la préparation, de l'identification de la menace. La troisième étape, c'est, bah, contenir cette menace. Quelles sont les j'ai envie de dire les actions pour contenir la menace qu'il faut réaliser quasiment systématiquement? Celles qu'on va devoir obligatoirement faire. La première chose, c'est isoler tout ce qui est compromis, ça c'est systématique dans tout incident, donc ça peut être, des machines, isoler des autres des machines, isoler, des comptes qui ont été compromis. Hem, Ensuite, on a aussi des isolations qui peuvent être plus larges. Donc si on se rend compte que, par exemple, on a la menace qui n'est pas sous contrôle, on pourrait décider de bloquer une certaine partie du réseau. Mais alors là, il faudra attention parce qu'il peut avoir un impact qui est non négligeable pour le business. Ce qu'on va aussi vouloir faire, c'est mettre en place une communication forcément, interne et externe, qui est assez claire parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir des manifestations du ransomware au sein de l'organisation qui sont assez, explicites et impactantes pour les utilisateurs. Donc il va falloir les rassurer et aussi pouvoir cadrer ce qu'ils vont pouvoir faire. Et ensuite aussi, rassurer l'extérieur, donc les clients, les patients. Oui, parce que finalement là, j'ai envie de dire qu'il y a 2 grandes familles. Celui qui dit: «On va rien dire parce qu'on ne sait jamais et on ne veut pas que ça se sache d'abord parce que ça peut mettre à mal notre réputation». Et puis il y a ceux qui n'ont pas vraiment le choix. Je retourne dans l'hôpital dont je parlais tout à l'heure. Quand j'ai des patients qui vont arriver parce qu'ils ont des opérations ou des consultations qui sont programmées, il faut bien les prévenir et je ne vais pas les appeler un par un le matin.
C'est pas possible, d'autant plus que la plupart du temps, j'ai même plus accès à ce fichier qui a été, encrypté avec dans lequel il y a les patients, leur numéro de téléphone et le type de soins qui vont venir chercher. Et donc on peut être tenté par le fait d'aller, bah, à la presse et puis de publiquement dire: «Voilà, on a tel» et ce qui a été fait d'ailleurs, hein. «On a un incident, ne venez pas. Si vous avez quelque chose de programmé, ne venez pas. On va continuer ceci, ceci, ceci et tout le reste pour l'instant, le temps que l'incident soit contenu et qu'on en sorte, on ne va plus prendre de nouvelles consultations». Maintenant je sais parce que impliqué dans un des incidents, c'est vrai que quand on fait ça et ça a un peu fait râler, certaines personnes au niveau, fédéral qui sont là pour aider les entreprises. Ils disaient: «Oui, mais si vous parlez avec l'extérieur, vous donnez aussi de l'information aux cybercriminels». Parce que si leur ransomware a fonctionné, mais que le réseau est à ce moment-là isolé du monde, ils ne savent plus ce qui se passe dedans. Si moi je vais à la presse et que je leur raconte, bah, c'est une information qu'ils vont pouvoir utiliser, par exemple, pour me forcer à payer la rançon. Quelque chose que tu as déjà vu ça? Oui, c'est des choses qu'on voit, donc c'est des échos que j'ai déjà entendus de certains, clients. Maintenant, forcément, il y a pas une solution qui va aller pour tout. Donc, ce qui est important, c'est justement d'avoir une cellule de crise qui permet de piloter tout ça et d'évaluer à la fois les risques qui vont avec certaines prises de décision, mais aussi ce qu'on peut en tirer comme bénéfice. Donc là, par exemple, dans l'exemple que tu donnes, mais peut-être que dans mon cas, il va être bénéfique d'aller parler à la presse parce que le bénéfice que je vais en retirer va être supérieur au risque. Et donc, c'est là où il est important d'avoir ces organes de pilotage qui sont déjà définis et qu'on sache clairement quelles sont les responsabilités de chacun. Et à maintenant, j'ai pris les actions pour contenir l'infection, il va falloir commencer à nettoyer, hein, à éliminer la menace. Quand est-ce qu'on va passer de l'étape de containment, hein, donc du fait de contenir l'infection, au commencer à nettoyer? C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à pouvoir relancer le business, en tout cas certaines choses qui ont été bloquées par le ransomware. Une fois que l'accident est stabilisé, donc une fois qu'il est sous contrôle, c'est-à-dire qu'on est certain que la menace ne va plus se répandre ailleurs que où elle est déjà maintenant, alors là, on peut commencer l'étape d'éradication. Petite question là-dessus d'ailleurs, parce que c'est vraiment une question que je me pose, mais on va parfois, essayer de nettoyer ou on va remettre des backups, mais comment est-ce que je peux être certain que je vais pas réinstaller le malware, le ransomware au moment de réinstaller un backup, par exemple? Beh, déjà, il y a une chose, il y a l'analyse, en fait, qui est faite en parallèle, va permettre de donner, des indications sur ce qui peut être fait. Notamment, quel est le point d'entrée, à quelle date se situe ce point d'entrée? Parce qu'on peut se dire que justement, si je reprends des sauvegardes qui sont antérieures à ce point d'entrée, alors elles devraient être, vierges de toute menace qu'on a identifiée à ce moment-là. On va aussi vouloir, quand on va remettre des choses en place, toujours assurer un monitoring, qui est constant, quoi. Donc, c'est-à-dire, s'assurer qu'il n'y a pas d'indicateur de compromission ou IOC, Indicator of Compromise, qui sont à nouveau présents sur les systèmes qu'on aurait pu remettre, en production. Et donc finalement, on va passer au fait de restaurer l'environnement, hein, donc on est arrivé à nettoyer. Quelles sont les erreurs fréquentes lorsqu'on voit quand ils font une restauration suite à une attaque ransomware? En tout cas, ce que toi tu as vu dans ton quotidien de spécialiste de la cybersécurité? Ce qu'on peut voir souvent, c'est quand même, une certaine précipitation. Donc, forcément, on est très tenté quand on a une grande partie de son business qui est à terre, de vouloir repartir très, très vite. Et ça, malheureusement, ça peut jouer des faveurs de l'organisation parce que on pourrait revenir rapidement à un état fonctionnel, mais qui n'est pas, connu, donc qui est potentiellement encore toujours affecté. Donc on s'expose à un risque de réinfection qui, au final, est pire que bien. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui est assez courante, assez classique et c'est pour ça que, justement, il faut restaurer, c'est ce que je disais, juste avant, restaurer à un moment où on est certain qu'il y a pas de menace. Et accepter de perdre peut-être des données, parce que finalement, si l'infection s'est passée il y a une semaine, même si elle n'a pas été déclenchée, si elle n'a été déclenchée que ce matin, j'ai une semaine de données perdues. C'est une semaine de travail qui est à la poubelle. Ça pourrait, oui. Donc on pourrait justement, pour être sûr de repartir dans un état qui est ça, accepter de perdre une certaine partie des données. Mais ça, à nouveau, il faut toujours pouvoir évaluer ça entre risque et bénéfice, Mmh. quoi. Et puis, il y a d'autres moyens pour récupérer ces données, parce que je sais, enfin, l'expérience que j'en ai, c'est que parfois on dit: «Ah, j'ai des backups, mais j'ai des données ailleurs». J'ai envoyé des fichiers à des clients, par exemple, je peux leur demander de me le renvoyer. Il y a différents sans s'en rendre compte, finalement, on fait sortir des données de l'entreprise, allez, sans s'en rendre compte.
je reprends, mais on s'en rend compte, mais sans penser que c'est finalement une possibilité de sauvegarde. On va envoyer des données à l'extérieur pour le fonctionnement du business, mais finalement, ces données, on peut les récupérer par là aussi. C'est bien, on voit que tu as déjà été confronté à des vrais incidents parce que c'est quelque chose qui on n'y pense pas en fait, mais ça peut vraiment sauver donc et je dirais pas que c'est une bonne pratique et qu'il faut se reposer là-dessus, mais quand on est vraiment, confronté à la situation, qu'on n'a plus d'autres solutions, on peut penser à ces solutions-là Mmh. et effectivement, il y a tout un tas de données qu'on partage comme ça volontiers avec, des prestataires, des sous-traitants, des clients qui peuvent être vraiment utiles dans ce genre de situation. Mmh. Et donc tu disais revenir à un état sûr, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur? Bah, une mauvaise coordination au sein de l'équipe de gestion d'incident, mais aussi avec les systèmes owners. Donc, souvent, on va être peut-être piloté par le management, par des équipes en sécurité, et avoir une mauvaise synchronisation avec, les systèmes owners qui ont vraiment le main dans le cambouis. Ça peut créer des frictions, des mécompréhensions et donc, gêner, la restauration. Et si on utilise ce qu'on appelle un décrypteur, hein, tu en as parlé, toi tout à l'heure un petit peu, est-ce qu'on l'exécute tout de suite? Est-ce qu'on dit: «Ah, j'ai trouvé quelque chose qui permet de décrypter» ou est-ce qu'il y a plutôt une meilleure façon de faire? C'est tentant finalement. C'est très tentant donc si on a des enfin, d'abord première chose, si on a des données qui sont, sûres, qui sont, à jour donc les tout derniers backups, j'utiliserai plutôt ces données-là plutôt que de commencer à décrypter. Maintenant, si on a un décrypteur qui est disponible, alors ce que je recommande, c'est déjà de ne pas le faire sur les données de production encore existantes, mais de le faire plutôt sur une copie et dans un environnement qui est isolé, qu'on pourrait appeler un environnement de sandbox. Et alors bien sûr, une fois qu'on a réussi à déchiffrer avec le décrypteur, il faut bien vérifier les fichiers qui ont été, décryptés pour s'assurer qu'ils sont à terre et qu'ils sont aussi, sans menace supplémentaire. Et si j'ai pas de décrypteur, mais je me dis peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui va le trouver parce que ces ransomware, ils sont réutilisés. Est-ce que ça peut avoir du sens, même si ça a l'air assez absurde en soi de poser la question, mais ça peut avoir du sens de conserver les données chiffrées en espérant avoir un décrypteur dans le futur? Bah, c'est une très bonne question en fait parce que oui, ça a beaucoup de sens. Tout simplement parce que l'état des connaissances sur les malwares, sur les ransomware évolue de jour en jour et donc c'est pas parce qu'un un jour on n'a pas de solution pour déchiffrer ce type de ransomware que, dans une semaine, dans un mois, dans un an, on trouvera pas justement une clé de décryption Mmh. et donc ça, on donc sur les 2 les sites que j'ai mentionnés tout à l'heure donc, No More Ransom ou ID Ransomware, là on peut avoir des ressources par rapport à ça et si on conserve ces données, donc même plus longtemps que le délai légal, donc ou le délai qui sont dans les politiques de l'entreprise, ça peut avoir du sens parce qu'on pourrait récupérer des données qui sont très critiques, Mmh. dans 1 an ou 2 ans, par exemple. Mais ce qui doit ça doit être incroyable. Tu prends un serveur spécial ou un disque dur externe et tu te dis: «Je vais garder mes données avec le ransomware quelque part dans l'entreprise, pour que personne y touche». Oui, 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 il faut effectivement que personne n'y touche, il faut les mettre dans un lieu sûr. Il faut peut-être pas faire ça non plus pour toutes les données. Il y a des données, peut-être, il y a pas un grand intérêt de les conserver si longtemps, mais vraiment plutôt réserver ça aux données qui sont, très critiques. J'ai la question qui fâche, on parle de ransomware, est-ce qu'il faut payer la rançon? Ah ça, c'est la question, que tout le monde pose, hein. Donc nous, évidemment, on ne recommande pas, le playbook ne le recommande pas, je ne le recommande pas personnellement, pour plusieurs raisons. Donc premièrement, bah, ça incite les attaquants forcément à recommencer, ça finance le crime organisé et donc ça Oui. leur donne encore des moyens supplémentaires et donc c'est un peu un cercle vicieux. Évidemment, quand on est un chef d'entreprise et qu'on doit décider entre, tu vois, si je perds, je sais pas moi, 50 000 € par, chaque jour ou même 150 000 € par jour parce que j'ai pas de business et on me demande de payer, 3 fois la somme, mais je vais être à nouveau, je sais que je serai à nouveau demain, up and running comme on dit, donc prêt à recommencer mon business. Le chef d'entreprise, il peut finalement prendre la décision de le faire quand même. Il y a même un autre cas. Je sais que j'ai vu des cas où c'est l'assurance qui a dit, «Nous, on paye». Ça coûtera moins cher de payer la rançon que de tout remettre en place et comme nous sommes l'assurance, finalement, c'est un peu eux qui ont les cartes en main et qui prennent la décision et ils disent: «On va payer» et puis c'est tout et même si ça va contre tes principes. Oui, à la fin, ça la décision, elle revient toujours, bah, à la personne, enfin l'entité qui est concernée et qui est pilotée en cas de crise par, l'équipe de gestion de crise. Donc la décision reviendra toujours à l'équipe de gestion de crise qui doit dans des cas extrêmes, effectivement, ça peut avoir un intérêt. Mmh. Par exemple, si on a absolument plus de données, mais voilà, il faut à nouveau, c'est pas quelque chose que je recommande, c'est dans des cas très précis et il faut bien peser le pour et le contre, hein, aussi avoir, une vue sur tout ce qui est réglementation et si on s'expose pas non plus à des poursuites ensuite. Mmh.
Et maintenant que ça c'est fait, c'est fini, mon business reprend, tout s'arrête, j'ai fini. Il y a plus rien à faire. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. On sait toi et moi que c'est pas tout à fait vrai. Quand l'incident est clôturé parce que l'entreprise est à nouveau capable de fonctionner, il y a encore une étape, n'est-ce pas? Oui, étape aussi essentielle, quasiment aussi essentielle Comme que la la préparation préparation, c'est finalement, hein? Oui. ouais, exact. C'est les 2 étapes qu'on peut souvent omettre quand on est trop préoccupé par la gestion de l'incident même, mais à la fin, il est vraiment important de pouvoir tirer les conclusions et de pouvoir surtout savoir ce qu'on peut améliorer dans nos processus, dans nos contrôles au niveau de l'organisation. Donc une question qui est assez simple et qu'on pourrait poser, après un incident, c'est: «Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place qui aurait permis de faire en sorte que l'incident aurait été, résolu plus rapidement?» Ça, c'est une bonne base de discussion, par exemple. On pourrait aussi se dire: «Beh, au niveau de mon playbook, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans mon playbook, dans mes plans de continuité des activités, et cetera, et cetera. Qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner? Quels auraient été les obstacles?» Ça, c'est toutes des questions aussi qu'on peut se poser. Et enfin, bah, comment est-ce que l'organisation a interagi en interne, mais aussi avec l'extérieur? Est-ce que j'ai fait appel aux bonnes personnes au bon moment? Est-ce que j'aurais pu, solliciter de l'air extérieur en plus que je n'ai pas fait ici? Donc tout ça alimente justement ce processus de réflexion et d'amélioration continue, au final Mmh. qui normalement doit être ancré dans les organisations. Mmh. Mmh. Et dans le premier épisode, tu parlais du fait que ce playbook est aussi intéressant et destiné au service juridique de l'entreprise. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. À quel moment ou pourquoi est-ce que je vais les intégrer dans l'incident? Mes juristes? Dès qu'il y a des contraintes réglementaires qui interviennent, donc si on s'expose par exemple à des risques, juridiques, réglementaires, s'il y a des données à caractère personnel qui sont touchées, par exemple, on peut penser à de l'exfiltration de données. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, hein, avec les ransomware, Mmh. parce qu'ils emploient maintenant ce qu'on appelle un mécanisme de double extorsion, où, bah, bien sûr, ils prennent contrôle des données et ils les rendent indisponibles, mais en plus, en amont, ils ont exfiltré les données et ils vont essayer de faire pression sur l'organisation pour qu'ils payent, sinon ils menacent de divulguer les données. Donc finalement, les cybercriminels, eux, ils ont un backup de mes données. Souvent maintenant dans beaucoup de scénarios, oui, parce qu'ils utilisent cette double extorsion et donc ils ont un backup de ces données, en tout cas d'une partie des données, oui. Donc si je résume un petit peu les 3, j'allais dire renseignements clés pour les membres de coalition, finalement, la préparation est importante. Elle conditionne la vitesse et la qualité de la réponse, je pense qu'on l'a dit. L'identification rapide et l'isolation immédiate vont limiter les dégâts. Et parce que moi, quand je parle souvent de ransomware, je parle toujours du cas le pire, évidemment, parce que c'est celui qu'on ne veut pas voir arriver. Mais tu l'as dit, il y a des cas quand même où toute l'entreprise n'est pas bloquée. Il y a moyen d'isoler et moyen de continuer à travailler sous certaines limites et sous certaines conditions pendant la résolution de l'incident. Et puis, documenter, apprendre et améliorer les procédures, ce qui finalement est indispensable pour réduire l'impact des attaques futures. Parce qu'on va se rendre compte de plein de choses quand on va travailler sur l'incident. On va découvrir des trucs qu'on pensait avoir préparés, qui n'ont pas fonctionné. Il faut finalement mettre à jour sa version du playbook avec son expérience, souvent malheureuse, pour que, bah, la prochaine fois, ça ne se passe pas finalement. Oui, c'est vraiment un document qui est vivant, donc il faut le retravailler à chaque fois qu'on a un incident, à chaque fois qu'on voit quelque chose qui peut être amélioré. Il faut vraiment pas hésiter à aller modifier ce document, en tout cas pour ses besoins internes, mais aussi de pouvoir peut-être partager avec la communauté en nous faisant remonter des choses qui pourraient être améliorées, au niveau de ce playbook. Très bien, bah, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tous les points importants. Je te remercie, Arnaud, pour le partage de ton expertise. Pour les auditeurs, sachez que le playbook, qui est ce guide pratique, le recevez, en tout cas si vous êtes membre de la coalition, vous allez le recevoir automatiquement. Si vous n'êtes pas membre de la coalition, bah, c'est super simple, vous pouvez le devenir. Il suffit simplement d'aller trouver les informations sur le site de la coalition, à savoir www.cybersecuritycoalition.be en un seul mot. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous remercie de nous avoir écoutés. Arnaud, à toi aussi, je te souhaite une très belle soirée, Merci à tous, merci Alexandre de m'avoir reçu ici. avec grand plaisir. Et je vous dis bien à très bientôt dans le prochain épisode de Cyber Talk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne.